Hassan. Donc, si vous avez dit tout à l'heure, on vous a parlé de l'écotourisme. Donc, c'est une forme de tourisme qu'on appelle le tourisme vert. Dans le tourisme vert, vous avez tout ce qui est agrotourisme, le tourisme rural, le tourisme de montagne et l'écotourisme. Donc là, moi, je vais vous parler d'une forme nouvelle du tourisme qu'on appelle le géotourisme. Si l'écotourisme est basé sur la biodiversité, le géotourisme est basé sur la biodiversité. Et pour parler du géotourisme, donc il vous faut des ingrédients. Les ingrédients du géotourisme, c'est ce qu'on appelle les sites géologiques exceptionnels, ou bien les sites géologiques d'intérêt scientifique. Donc ces sites géologiques-là, pourquoi on cherche ces sites géologiques d'intérêt exceptionnel? Parce que il y a actuellement des touristes qui veulent savoir et qui veulent apprendre sur l'histoire de notre planète Terre. Donc ils veulent apprendre la planète Terre. Donc la planète Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Donc c'est vraiment une grande histoire, 4,6 milliards d'années jusqu'à l'actuel. Et il y a des touristes qui veulent apprendre sur cette histoire-là. Au Maroc, on a de la matière. On peut aller dans la région Souss Massadra jusqu'à 2,1 milliards d'années. Donc déjà c'est beaucoup de choses. Donc les touristes ils peuvent apprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît, les cours. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu la région Souss Massadra. Donc la région Souss Massadra elle est comprise entre deux chaînes de montagnes. Vous avez la chaîne du Haut-Atlas et la chaîne de l'Anti-Atlas. Donc toute la région ici, c'est ce qu'on appelle. Donc là, c'est le bassin le bassin de Souss, et vous avez le bassin de Ouarzazate, donc les deux grands bassins. Et après, vous avez la région pré-saharienne et toute la région saharienne au sud. C'est très intéressant parce que cette région-là, elle englobe deux chaînes de montagnes. Vous avez les montagnes du Haut-Atlas, d'accord, l'Atlas de Kabyle, donc tout ce qui est à partir d'Ilir et à partir d'Ilir et là où vous avez les carrières, donc déjà on est dans le Haut-Atlas. Donc tous les reliefs que vous avez vers le nord de la plaine de Souss ou bien de la ville d'Agadir, donc là c'est le Haut-Atlas occidental. Et si vous partez vers le sud, les premiers reliefs qui apparaissent, donc là c'est la chaîne ou bien la montagne de l'Anti-Atlas occidental. Donc là, c'est très intéressant. Et également, ces deux chaînes de montagnes d'âge différents. Vous avez une chaîne, ou bien une montagne récente, d'environ 30-20 millions d'années, et vous avez une montagne très ancienne, l'Anti-Atlas, qui a un âge de 800 jusqu'à 500 millions d'années. C'est le panafricain. Donc, s'il vous plaît, le diapo. Donc, région de Souss Massadra, si vous parlez avec des géologues qui viennent partout de l'Amérique, du Canada, de la France, de l'Europe, etc., ils vont vous dire que c'est le paradis des géologues. Pourquoi paradis des géologues? Parce qu'on y trouve une diversité géologique exceptionnelle, diversifiée, d'âge 2,1 milliard d'années jusqu'à l'actuel. Vous avez également l'absence du couvert végétal, à part quelques arbres d'arganier. Donc on peut observer des affleurements à l'œil nu, contrairement à l'Europe ou bien à l'Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe au-dessus de la végétation. Donc le couvert végétal est très dense, donc difficile de voir les structures géologiques. Cette région-là est très riche en patrimoine géologique et archéologique, mais le problème actuellement dans cette région-là, c'est que ce patrimoine géologique et archéologique, il est dilapidé. Il est dilapidé parce que la majorité des fossiles et des météorites, des minéraux et des roches, ils sont en vente. Donc ce patrimoine-là, il part vers l'Amérique du Nord et vers l'Europe. D'accord? Donc il est acheté par les touristes qui viennent. Et nous, toutes les bonnes pièces, les belles pièces qui ont un intérêt scientifique ou un intérêt esthétique, ils sont vendus aux touristes. Donc si on part dans les musées, les quelques musées qu'on a, ils sont très pauvres en ce patrimoine-là.
Donc, il y a également tout ce qui est dégradation du patrimoine préhistorique. Donc, vous partez dans les sites archéologiques, vous allez trouver que toutes les pièces sont cassées, aussi bien par les autochtones que par certains touristes qui n'ont pas conscience en ce patrimoine-là. Maintenant, je vais vous parler du géotourisme. Donc, vous êtes des professionnels. Donc, si vous avez des structures touristiques ou des agences, normalement, il faut déjà avoir une connaissance. C'est quoi le géotourisme? Donc, c'est très facile. Géotourisme, comme son nom l'indique, c'est du tourisme qui est basé sur la géologie, et la géomorphologie. Donc, c'est du tourisme qui s'intéresse aux sciences de la Terre. D'accord? Et ce tourisme-là, donc, il a pour objectif de promouvoir auprès des touristes donc, le patrimoine, que ce soit géologique, morphologique, géomorphologique ou bien archéologique. J'ai dit tout à l'heure que c'est le géotourisme, donc il appartient au tourisme durable, d'accord? C'est entre le tourisme culturel et le tourisme vert. Donc, pourquoi? Parce que si on part découvrir la roche, d'accord, l'affleurement, donc le touriste obligatoirement, il doit s'intéresser à ce qui se pousse sur la roche, d'accord. Le substratum c'est la roche, mais il y aura la biodiversité, que ce soit la flore qui va se construire sur le substratum, ou bien la faune, les animaux qui vont vivre dans ce substratum rocheux. Et quand on parle de géotourisme, on parle de géotope. C'est quoi géotope? Géotope, ce n'est que des sites géologiques qui ont un intérêt soit esthétique, c'est-à-dire de beauté, soit il a une valeur scientifique. À partir de ce site-là géologique, on peut avoir des connaissances sur une partie de l'histoire de la Terre. Notre diapositive. J'ai oublié de vous dire qu'un géosite, ça peut être un site ponctuel, 2-3 mètres, pas plus. Ça peut être un grand paysage de 1 à 5 km. Donc, c'est variable, quelques mètres à quelques kilomètres. Exemple de géosite ou bien de géotope, c'est très varié. Un paysage volcanique. Donc, si vous avez un volcan ancien, un volcan éteint, donc la cheminée, là où ça sort, ou bien le conduit du magma, qu'on appelle le NEC, d'accord, ou bien les ors volcaniques peuvent constituer un géosite. Les sites minéralogiques, c'est-à-dire un gisement de minerais ou bien de minéraux, il peut également constituer un géosite. Les sites paléontologiques, si vous avez des fossiles, d'accord, comme dans la région d'Agadir, vous avez les ammonites. Si vous êtes dans un affleurement où vous avez l'ammonite, ce n'est pas uniquement l'animal qui va nous intéresser, qui a disparu, mais on doit savoir sur le milieu de vie de cet animal-là et son âge, l'âge de ce fossile, etc. Et les sites hydrogéologiques, c'est-à-dire par exemple dans la région d'Agadir, vous avez ce qu'on appelle les grottes ou bien les sources. Ils peuvent constituer des sites qu'on peut inclure dans le géotourisme. Les sites archéologiques également, que ce soit les gravures rupestres ou bien les peintures rupestres. Les sites tectoniques, donc si vous avez de la roche déformée, si vous montez dans les Idaho-Tennant, vous allez rencontrer plusieurs plis et plusieurs failles. Et ces plis-là et failles-là, ils ont une histoire, donc ça peut constituer également un géosite. Les paysages géomorphologiques, vous êtes dans la région pré-saharienne et saharienne, tout ce qui est herbe, etc. Donc là, c'est le schéma pour vous illustrer le positionnement de ces exemples-là, de ces sites. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de géosites dans l'arrière-pays d'Agadir. Donc, je vais prendre quelques exemples de sites de fossiles qui sont très intéressants. Vous êtes des professionnels, il faut savoir la localisation. Si vous avez des touristes qui s'intéressent, qui commencent à s'ennuyer, qui veulent plus de la mer, donc ils veulent voir autre chose, il faut les envoyer il faut les guider
à visiter ces sites. Je commence. Donc là, c'est une carte qu'on a réalisée dans le cadre du programme du PNUD. Donc là, tous les géosites, tout ce qui est géodiversité, biodiversité est intégré dans cette carte-là de la région. Donc un exemple de site fossilifère. Je commence par le site des empreintes de pas fossiles de dinosaures. Pas loin, donc si vous connaissez Anza, là où il y a l'ancienne cimenterie. Juste en face de la cimenterie, vous partez vers la plage. À côté de la plage, là, vous avez un site avec des pas de dinosaures. Donc vous voyez, c'est presque 200 ou bien 300 pas. Donc là, vous avez les pas des dinosaures. Donc ces dinosaures-là, on les trouve également dans un site pas loin d'autres. Voilà, donc c'est toujours là, c'est Anza. Donc voilà le site qui est visité actuellement par les touristes. C'est un site qu'il faut valoriser, d'accord? Donc il faut le protéger parce qu'avec la force de la houle et des vagues, ça va disparaître. Donc si vous aurez l'occasion de parler avec les décideurs, il faut leur dire qu'il faut protéger ce site-là parce que c'est un site d'intérêt scientifique et esthétique. C'est rare de trouver un site avec environ 300 pas de dinosaures, 300 pas de dinosaures. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et là, normalement, si on protège, si on valorise ce site-là, soyez sûr et certain, ça peut drainer au moins chaque journée 200 à 300 touristes qui peuvent venir visiter. Ça va faire travailler les guides touristiques, ça va faire travailler l'économie de la région, etc. Donc c'est quelque chose. Et ça va également proposer au niveau de la région d'Agadir. Voilà notre site, c'est le site de Tagragra. Site de Tagragra, c'est très facile. Vous prenez la route, allons, la diapositive avant. Vous prenez la route de Marrakech, une douzaine de kilomètres. Après, vous montez vers la montagne sur 2,5 km. Vous allez trouver un très beau site également de pas fossiles, donc c'est pas loin d'Agadir. Et ce site-là également, il contient, s'il vous plaît, tout près de Crocodile Park, le parc de crocodiles. Il y a actuellement un parc de crocodiles qui commence à se construire. Vous dépassez le parc 3 km et vous montez vers la montagne, qui est vers le site Wadi des dinosaures, c'est très, très, très recherché. Donc là également on trouve les pas. Et ce qui est très bien, on trouve les pas de dinosaures et les pas d'oiseaux, avec les oiseaux palmés. Diapo suivant. Également, si vous prenez la route avant d'arriver à Initanou, vous allez trouver une dalle avec plusieurs empreintes de pas de dinosaures, également à faire visiter aux touristes. Ces dinosaures-là, la majorité, ils ont un âge crétacé, c'est-à-dire entre 160 et 180, c'est ça 160 millions d'années. Et ces dinosaures qui marchent avec deux pattes antérieures, donc c'est ce qu'on appelle des sauropodes. Et c'est généralement des dinosaures que l'on trouve dans la région. La majorité, il y a la majorité des dinosaures qui sont carnivores, d'accord. Il y a quelques-uns qui sont herbivores. Donc, mais la majorité qu'on a trouvée dans la région là, ils sont carnivores. Diapo suivant. Dans la région également des Ido-Tannin, vous allez trouver un certain nombre de fossiles. Donc il y a les brachiopodes, les lamellibranches, etc. Donc, mais les plus communs et les plus esthétiques et qui attirent les touristes, ce sont ces formes-là subcirculaires. C'est ce qu'on appelle les ammonites. Donc là, c'est également des fossiles qui vivent, donc c'est des animaux qui vivent dans les océans. D'accord ? Ça veut dire que les Ido-Tannin, à une époque donnée, c'est-à-dire le Crétacé, c'était une mer où vivaient ces animaux-là de grande taille. Donc on peut retrouver de quelques centimètres jusqu'à 1,5 mètre de diamètre. Donc toujours dans la région, c'est très très riche, il y a plusieurs gisements. Donc là également, il faut à chaque fois que vous avez structuré quelque chose, si vous avez un guide ou un accompagnateur, il faut qu'il sache quels sont
les sites fossilifères les plus proches de votre structure, d'accord? De la structure, soit le gîte, soit l'écologe, soit etc. Ou bien si vous avez une agence touristique, il faut savoir la localisation de ce site-là, parce que les touristes de plus en plus sont demandeurs de ces géosites. Je vous donne également des exemples de sites miniers. Donc les sites miniers les plus importants dans la région, vous avez la mine de Zgounder, d'accord? Donc pas loin de Taliomine. Donc si vous connaissez Askaoun, donc vous avez Taliomine, Askaoun, il y a la mine de Zgounder. La mine de Zgounder est exploitée avant le plomb et l'argent, le Nukra. Vous avez la mine de Jbel Hadid à 13 km au nord de Sawera. Là également c'est une mine qui a c'est une mine de fer. Et vous avez la mine de Tazalakh, pas loin de Tafraout. Donc entre Tafraout et vous arrivez à Abdallah, c'est à côté du village d'Abdallah, vous avez la mine de Tazalakh, c'est une mine de cuivre. Donc je vous donne. Il y a d'autres mines, mais je vais me contenter uniquement sur les trois pour vous les montrer. Donc voilà la mine de Tazalakh. Donc Tazalakh, ce on trouve à côté du douar une grande tache sombre, noirâtre. Cette tache-là noirâtre, c'est les déchets des anciens, c'est ce qu'on appelle les scories. Pour prendre le cuivre, sur place, on va fendre la roche qui contient le cuivre et on obtient ce qu'on appelle les scories. Donc à chaque fois qu'on trouve des scories dans les montagnes de l'Anti-Atlas, ça va vous rappeler qu'il y a quelques siècles, donc la région a été le siège d'exploitation du cuivre. Donc cette région-là, et ce qui est important dans toutes les mines que je vais vous montrer, c'est qu'au voisinage de ces mines-là, il n'y a aucun arbre d'arganite. Pourquoi? Parce que, donc si vous prenez la photo Google Earth, d'accord, vous allez voir que au voisinage des anciennes mines, quand je dis anciennes mines, c'est plusieurs 3, 4, 5 siècles, d'accord, au voisinage de ces mines-là, il n'y a pas d'arganerie. Pourquoi? Parce que les anciens, ils utilisaient le bois de l'arganier comme énergie, le feu, pour extraire le cuivre. D'accord? Là, les touristes également, ils aiment bien savoir quelles sont les techniques anciennes, quels sont les minéraux anciens, etc. extraits. Donc, voilà, au nord de Taliouine, c'est la mine de Zgounder également. Vous voyez aucun arbre dans la région. Donc, tout a été brûlé, a été utilisé comme énergie pour fondre la roche pour en extraire l'argent. Le gisement de fer de Jbel Hadid, également, vous voyez qu'il n'y a que les petits arbres qui commencent à pousser, parce que heureusement dans la région il y a beaucoup plus de pluie, donc ça commence à pousser. Mais sachez également tous les grands arbres, que ce soit le tuya, que ce soit l'arganier, dans la région, vous n'en trouvez pas les grands arbres parce qu'ils ont également été utilisés pour fendre le fer. Les outils que l'on trouve dans la région, donc les mortiers, etc., donc tout ce que les anciens utilisent. Donc ce genre d'outils-là, il ne faut pas les laisser disparaître. Donc récemment, dans la région de Ouarzazate, il y a les universitaires, ils ont su que ces outils-là, ils ont une grande valeur. Donc il y a un grand musée qui est en train de se construire et d'être équipé à Ouarzazate, donc la sortie vers Skoura, il y a un grand musée, donc là où il y aura tout ce qui est matériaux, tout ce qui est outils utilisés par les anciens dans les mines anciennes. Les géosites hydrauliques, je vous donne quelques exemples. La région d'Agadir, je ne sais pas, tout le monde le sait, vous avez beaucoup de grottes, d'accord? Mararat, d'accord? Donc ces grottes-là, la plus connue, c'est la grotte de Wintoutoun. Donc il est à 65 km au nord d'Agadir. Donc il est visité par quelques touristes. Il est connu par quelques accompagnateurs, quelques guides. Mais je pense, ce site-là, cette grotte-là, s'il est bien valorisé, s'il est mieux valorisé, sachez qu'il peut drainer jusqu'à entre 300 et 500 000 touristes par an. Donc uniquement le site de Wintoutoun.
J'ai visité récemment les îles Canaries. Ils ont une petite grotte volcanique et ça draine entre 100 et 200 000 touristes. Mais vraiment un petit truc, c'est pas, il n'y a pas d'équivalence quand il y a les amis de Tenerife qui sont venus. Ils m'ont dit, si on a ce patrimoine-là, soyez sûrs et certains qu'on peut le valoriser et ça peut vraiment rapporter beaucoup de touristes. Donc là, vous êtes des professionnels, parlons aux décideurs pour qu'ils valorisent ceci. Et ce n'est pas la seule qui existe. Dans la région d'Ida Outanane, on a 14 grottes et dans la région d'Al-Khassas, on a 170 grottes et les gouffres. Donc grottes et gouffres. Pourquoi ne pas prendre 2 ou 3 dans la région de l'Arsas, les équiper et les mettre à la disposition des agences touristiques, 2 ou 3 dans la région d'Ida Outanane, ça sera une offre nouvelle aux touristes et ça peut drainer. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des grottes? À l'intérieur des grottes, on trouve déjà une faune, c'est la plus abondante, c'est les chauves-souris. Donc il y a beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Et il y a ce qu'on appelle les spéléothèmes. Les spéléothèmes, c'est tout ce qui est les formes stalactites, stalagmites. Donc là, vous avez des stalagmites, vous avez des stalactites qui descendent, vous avez ce qu'on appelle les draperies, vous avez des formes de méduses, etc. Donc on en trouve beaucoup de formes. C'est des précipitations de calcite qui donnent des formes extraordinaires et que les touristes cherchent à voir parce que c'est un phénomène qui est continu et qui permet d'expliquer que l'intérieur de notre planète n'est pas stationnaire mais qu'il est en mouvement. Il y a des choses qui vont se fondre, la dissolution, il y a des choses qui vont se construire, se précipiter, donc c'est ces structures-là. Idem, ce qui est intéressant au niveau des grottes, c'est que l'on peut retracer l'histoire des paléoclimats, les anciens climats. On peut aller par exemple jusqu'à, dans la région d'Ouin, on a fait des coupes. Normalement, si on a les moyens, on peut aller jusqu'à 300 000 ans. Donc, il y a l'histoire des climats. Quelles sont les périodes où il y a beaucoup de pluie, quelles sont les périodes les plus sèches. Actuellement, on est arrivé déjà jusqu'à 11 000 ans, donc on peut savoir déjà à partir de l'Ouin. Donc on prend ces stalagmites qui montent, on les coupe, et dans la calcite qui les forme, il y a des éléments chimiques radioactifs. À partir de l'analyse de ces éléments chimiques radioactifs, on peut reconstituer ce qu'on appelle les paléoclimats, les climats anciens. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et dans la région d'Ida Outanane, vous avez un certain nombre de cascades. La plus connue, c'est la cascade d'Imouzar. Idem, quand on voit quelque chose de manière esthétique, très joli, etc., c'est attirant. Mais sachez qu'il a également un intérêt scientifique. À partir de la roche qui précipite, ou bien de la calcite qui précipite au niveau des cascades, d'accord, c'est eux qui va. On peut également faire des coupes, c'est la même chose pour les stalagmites. On peut reconstituer les paléoclimats. Donc ça nous permet également de revenir quelles sont les périodes où on a beaucoup de pluie, quelles sont les périodes où il y a beaucoup de sécheresse, etc. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Diapo suivante. Idem le système de Htara. Donc Htara, c'est un système ingénieux inventé par l'homme. C'est pour exploiter l'eau qui se trouve dans le sous-sol, c'est-à-dire les eaux de la nappe phréatique. Voilà. Donc là, ces Htara-là, on les trouve partout. En Iran, en Espagne, le Proche-Orient, l'Afghanistan, la Chine. Et au Maroc, ils sont bien représentés dans la région de Tafilet, région de Ouarzazate, Marrakech et de la région d'El Tata. Mais sachez que dans la région d'Agadir aussi, on en a. Donc, s'il vous plaît, c'est dans la région de Oued Berri, donc la carte. Voilà, Oued Berri, donc c'est pas. Donc vous avez Oued Souss, d'accord? Et à côté de Oued Souss, vous avez un certain nombre de systèmes de Htara qui est connu dans la région de Oued Berri. Là également, les touristes ils cherchent à voir ce système-là ancien. Parce que c'est également un système d'exploitation d'eau d'il y a plusieurs siècles. Donc les touristes ils aiment bien voir ce système ingénieux découvert par l'homme pour extraire l'eau souterraine. Diapo suivante s'il vous plaît. Voilà dans le Oued Berri, la Htara Aboudan.
Donc le schéma est là, donc voilà ce qu'on voit. Donc vous avez un certain nombre de puits alignés qui vont extraire l'eau dans la nappe phréatique par gravité. Donc je vous montre tout à l'heure le système d'Ortara. Voilà plus proche Sertala, donc c'est un certain nombre de puits alignés les uns après les autres, de manière linéaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le schéma qui explique le système d'Ortara, c'est très facile. Vous avez dans le sous-sol un niveau perméable qui va stocker l'eau. D'accord? Cette eau-là, si on met là, elle est difficile à l'extraire parce qu'il faut de l'énergie pour le faire sortir. Donc l'homme, il a passé le fait qu'on peut aller vers la montagne, faire un certain nombre. Donc si on fait un puits là, on peut atteindre cette eau-là. Une fois on l'atteint, il suffit de la drainer de manière horizontale jusqu'à la région plane pour l'utiliser. Donc pour le faire, si on fait le puits, si on a de l'eau, si on veut creuser, par exemple sur 4 ou 5 km, un canal horizontal, c'est difficile. Donc les ouvriers vont mourir, etc. Donc il y aura des effondrements et tout. Donc ils ont réfléchi pour faciliter le drainage et faciliter le creusement du canal horizontal. Il suffit de creuser plusieurs puits parallèles. L'ouvrier descend, il va creuser par exemple 50 mètres vers la gauche, 50 mètres vers la droite. Il va de nouveau un autre puits, il va creuser 50 mètres jusqu'à atteindre le premier. Ainsi de suite, il va creuser 40, 50, 100 puits. Et ces puits-là, tout le canal horizontal drainé seront communicants. Et par gravité, donc on crée une légère pente, l'eau extraite de la nappe phréatique va couler par gravité sans aucune énergie et va sortir au niveau de la plaine sous forme de source. Donc là, c'est ce qu'on appelle une source anthropique, c'est-à-dire c'est l'homme qui a généré cette source. Et voilà également dans la région de Tata, le système d'Ortara, donc tout c'est un certain nombre de puits. Donc dans la région, j'ai cité la région de Tata, presque chaque famille est là son réseau d'Ortara. C'est vrai, la majorité commence à disparaître, mais il y a dans la région de Tata certains qui sont également jusqu'à présent fonctionnels. Les touristes aiment bien aller voir ce genre de système. Et les salines traditionnelles également, c'est-à-dire pour extraire le sel par voie traditionnelle, c'est-à-dire on utilise uniquement des bassins. Si on a de l'eau saline, on va l'enfermer dans des bassins. Avec l'énergie solaire, il y aura évaporation. Par l'évaporation, on va voir précipitation du sel. Par raclage, on va ramasser le sel. Donc voilà le principe des salines traditionnelles. Vous avez deux principales. Vous avez au niveau de Wad Isn, donc à 60-50 km d'Agadir, vous avez ce qu'on appelle le barrage Trila. Vous connaissez le barrage de Trila, qui est un barrage à Gmoumen. C'est un barrage à Gmoumen qui est un barrage de Trila. À côté du barrage de Trila, juste au voisinage du barrage de Trila, vous avez une centaine de salines. Et j'ai amené beaucoup de touristes, mais vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment. Ils peuvent rester là 5 heures, 6 heures à admirer l'extraction et à demander des explications, etc. Donc là également, c'est des sites à extraire. Vous l'avez également pour ceux qui visitent Essaouira, en partant vers Essaouira, si vous prenez la voiture, vous allez voir qu'il y a des salines au bord de la route. Donc en plus, c'est quelque chose qui n'est pas loin de la route de loin. Donc diapo suivante. Dans la région également, vous avez la région du Haut-Atlas et de l'Anti-Atlas occidental. Vous avez un certain nombre de roches plissées. Là également, quand les touristes vont là, il faut leur donner l'explication. Pourquoi la roche est plissée? Ce n'est que des forces qui vont agir sur des roches qui au départ étaient horizontales. C'est comme les feuilles d'un cahier, parce que dans la nature, les roches vont se former par précipitation ou bien sédimentation, se forment de strates ou de couches, les unes au-dessous des autres. D'accord, là, ça forme des feuilles comme les cahiers. Et ces feuilles-là, vous voyez là, une fois une force est appliquée sur les roches-là, ça va les déformer et ça donne ce qu'on appelle les plis.
Et ça permet également d'expliquer avec ces puits-là l'histoire de la formation de la chaîne du Haut Atlas, qui va se couronner le Haut Atlas. D'accord? Et là, toujours la même chose, c'est des plis, des sites d'intérêt esthétique et d'intérêt scientifique dans la région de Tamoud, dans la région de Tata, etc. Donc, vous avez... Et le chaos granitique également, si vous partez visiter la région de Taflaout, vous allez voir qu'il y a d'autres diapos. Dans la région, vous avez des granites qui forment des formes interprétées comme le chapeau de Napoléon ou bien Agre de Odal, à droite, d'accord. Tout ça, il est dû à quoi? C'est uniquement le granit, c'est une roche magmatique, c'est du magma. Lors du refroidissement du magma, il va se contracter, donc il va y avoir des fractures. Et cette fracturation-là, s'il sera attaqué par l'eau de pluie, ça va vous dessiner des formes extraordinaires. La même chose dans les quartzites également, c'est ce qu'on appelle la tête du lion, donc là les yeux, le nez, la bouche et la crinière du lion. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'érosion par les eaux de pluie. Voilà, toujours dans le chaos granitique de Taflaout, vous avez ce qu'on appelle les formes animalières. Vous avez des lapins, vous avez des chapeaux, vous avez la marmotte, vous avez des champignons. Donc il y a plusieurs formes. Tout cela, ce n'est que le résultat de l'action de l'eau de pluie sur le granit et il attaque généralement les zones de faiblesse. Et les zones de faiblesse, ce sont les fractures. Donc ça vous donne des formes. Géomorphosite, je donne quelques exemples. Dans la région d'Al-Gzira, avant d'arriver à Sidi Ifni, au bord de mer, vous avez la région d'Al-Gzira. Vous avez ces arches naturelles, donc les arches naturelles. Là également, ces arches naturelles, les touristes ils sont très intéressés pour voir. Ça peut être expliqué par ce qu'on appelle l'érosion différentielle, c'est-à-dire il y a des roches qui sont très dures et des roches pentes, et vous avez la force de la houle, d'accord? Le mot c'est elle qui va creuser. Et toujours, quand il y a une force, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque la zone de faiblesse. La zone de faiblesse, c'est là où la roche elle est friable. Et ça vous donne des trous au niveau de la roche, ça vous donne ces arbres. Là, c'est ce qu'on appelle la patte d'éléphant, etc. Donc là également, c'est quelque chose à faire visiter aux touristes. Les sites archéologiques, c'est avec une zone, on a parlé déjà. Là également, toute la région est très riche en sites. Je vous donne les meilleurs. Vous avez dans la région de Tlahala, la région de Taflaout et la région de Tiznit. Donc à Tiznit, les premiers affleurements que vous avez, là ça fait qu'il y a une carrière de Tiznit, juste en haut, vous avez déjà des gravures rupestres. Vous partez vers Imam Koran, comment il s'appelle, le premier village après le barrage, Aïtbaha. Déjà à Aïtbaha, vous avez des gravures rupestres. À Taflaout, vous avez 4 beaux sites de gravures rupestres. Donc là également, les touristes aiment. Pardon, mais où ça, à Aïtbaha exactement? Aïtbaha, c'est vous avez le village Aïtbaha, le village Aïtbaha, direction vers le barrage. le village كتمشي 11 كيلومتر ديال القدرون وعندك واحد 300 ولا 400 متر ديال ابي. Vous avez les belles. J'ai amené déjà les touristes qui sont intéressés à la Didron. J'ai ramené 24 guides et accompagnateurs touristes, donc je vais leur montrer tous les sites idem dans la région, qu'est-ce qu'on a? On a également ce qu'on appelle les habitations troglodytiques. Même si tu jettes Bintaliouin ou Taznak, vous avez les montagnes de Tikiniwi. Donc ils contiennent des habitations qui sont creusées dans la roche. Là également c'est un système ancien d'habitation. Ils sont utilisés pour les habitations ou bien pour les bergeries, pour protéger les chiens et les moutons, surtout en période pluvieuse ou bien en période de froid. Et malheureusement il y a normalement 2 collines avec ces habitations troglodytiques. Ils sont en phase de disparition parce qu'ils sont attaqués par la pluie, ils ne sont pas protégés. Là également, c'est un site à protéger. Si vous savez, en Turquie, les habitations troglodytiques, ça draine jusqu'à 3 millions de touristes. Ils sont aménagés en gîte touristique, la Turquie. Voilà, à l'intérieur, ce qu'on trouve, on trouve des chambres avec des toits arqués. Et
peuvent faire jusqu'à 12 mètres de profondeur, donc c'est quelque chose qui est très grand. Et ils sont en 3 étages, donc on trouve 3 étages dans la région, des habitations, et on trouve des chambres communicantes au nord. Idem dans la région, si vous allez visiter la région de Amsnas, donc après Tarazout, il y a 4 fois de Tarazout, il y a 4 fois de Tarazout, qui est une Imewadder, d'accord? بين تغازل كاين واحد الواد سميتو واد امس بناس كتدخلوا على واد امس بناس على رجليكم كاينه 20 minutes à pied. 20 minutes à pied, vous avez trouvé des grandes falaises avec des trous alignés. Et sur 2 sites, donc on trouve au moins une trentaine. ما نخرج نقول لك عندي خذ لا كارت توبوغرافيك ولا الناس قبل Ce qui est bien également dans la région, c'est que l'on peut faire avec l'escalade des falaises dans cette région-là. Pour visiter ces greniers-là, pour les visiter, il suffit que le ministère du Tourisme ou bien les décideurs installent les piquets. Ça ne coûte pas très cher. Et les touristes, vous leur dites que le site dans un guide, le site tel, voilà les GPS tel, il y a des greniers de falaises et on peut les visiter par escalade. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Agadir qui s'intéressent à l'escalade des falaises. Donc là, c'est un site à encourager. Donc, pour conclure, donc, contrairement au site naturel et biologique, c'est-à-dire les biotopes, les organisateurs touristiques n'ont commencé que récemment à s'intéresser de plus près au domaine de la géodiversité. Soyez sûrs, certains que ce domaine de géodiversité et de géotourisme, il est bien actuellement exploité l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie. Et ce qu'ils font actuellement, ils prennent les géotopes, d'accord, qu'il y a, les sites géologiques les plus intéressants, et les organisent sous forme de circuits où ils font ce qu'on appelle des géoparcs. Les géoparcs, c'est les réserves géologiques, une sorte de réserve géologique. Et ce qui est bien, une fois on prend le label géoparc de l'UNESCO, donc il suffit de demander le label géoparc à l'UNESCO, qui connaît des aides, d'accord, qui connaît des aides annuelles, c'est-à-dire tout ce qui est les panneaux explicatifs ou bien interprétatifs, tout ce qui est balisage, et vous donne même un peu d'argent pour faire des topo-guides, des brochures, donc pour bien exploiter les régions. Et la Chine, il en compte au moins une soixantaine de géoparcs. France a fait تقريبا شي 3 ولا 4. L'Italie fait un juge. L'Amérique, ما عرفت واحد العدد كثير je peux pas vous dire. Alors que le Maroc, يلا عندنا واحد. Donc c'est le géoparc ديال المغول. ما عرفتش عرفتو géoparc mondial. Mondial ديال المغول. Donc il a été ما عرفتوش. المغول c'est la région ديال أزيلال من أزيلال سير حتى ووزرت. كاع la région علاش؟ حيت عندهم qu'est-ce qu'il y a? Ils ont également dans la région les traces de pas de dinosaures. Donc il y a des circuits qui suivent la découverte des pas de dinosaures. En plus, il y a quelques circuits géologiques. La frontière là également, et là les décideurs sont prêts. Si les décideurs sont prêts, pourquoi ne pas proposer par exemple l'anti-atlas occidental, Bint Afraout, l'Akhsas, Wilmim, Tiznit, un géoparc, une réserve géologique. Ça également, ça peut, ou la région d'Idaoutanen, pourquoi pas. On a tous les ingrédients. On a les sites fossilifères, les sites hydrogéologiques, on a les salines, on a les grottes, on a tout ce que vous voulez, ça existe. Il suffit que les décideurs contactent les universitaires. Les universitaires sont là, donc ils peuvent donner la matière scientifique. Et il suffit que le ministère du Tourisme et les décideurs soient au courant de. Mais malheureusement, voilà, il y a des rencontres, chaque jour, ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire les gens ne sont pas encore conscients. كيفاش غادي نتلاقاو معاهم؟ أنا قلت غادي نجي نلقى واحد 30 ولا 40 ديال les gens pour les skitter. Et quand j'ai trouvé 5 personnes, j'étais un peu déçu. C'est ça le problème. Donc rien ne se fait, rien كلشي جالس. Alors que كنقولوا خاص si on ne diversifie pas l'offre,
il n'y aura pas de tourisme. Parce que le tourisme balnéaire, je vais exploiter les mains de semaine qui me chie حاجة. انتم اللي عندكم اللي جيت اللي عندكم شي حاجه في l'arrière pays d'Agadir, il faut diversifier l'offre. Que ce soit au niveau de l'internet, au niveau des topoguides, au niveau des brochures, etc. C'est ça. Et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous êtes obligé de passer par les scientifiques. Les scientifiques, ils ont la bonne volonté pour aider, parce que ce n'est pas la science, il faut vulgariser la science, il faut la rendre simple. Il y a des collègues scientifiques qui s'intéressent, il y a plusieurs collègues, je ne suis pas le seul. Donc il y a plusieurs collègues qui sont prêts à vulgariser, à médiatiser les sciences de la Terre et les sciences biologiques dans le cadre de l'écotourisme et du géotourisme. Pourquoi? C'est pour l'intérêt de tout ce qui est dans l'arrière-pays d'Agadir. Ne pas laisser uniquement les grandes chaînes hôtelières. Généralement, la plus grande partie des chaînes hôtelières, c'est pour des étrangers, oui ou non. Donc, à Chia, 3 000, 5 000, 6 000, c'est pas. Par contre, il faut donner un peu aux gens ديال البلاد. Les gens ديال البلاد هما الناس اللي كاينين في تافرا والناس اللي كاينين في إفرام دولونتي أطلس في تاليوين في يداوتانا etc. C'est ces gens-là qui ont besoin de choses. Mais malheureusement, ما تكونش la réponse. Ouais. Donc voilà, donc voilà, donc le côté c'est les topoguides, d'accord? Les topoguides, je connais les spécialistes, d'accord? C'est les brochures explicatives à quand j'ai le touriste noté, quand il est sans noté, il va prendre la brochure parce qu'il faut qu'il soit gratuit. Il va dire, ah, il y a la grotte de Wintuduin. Il fait 17 km de ce terrain, etc. Et quelques photos. Donc, obligatoirement, il va demander, je veux aller le samedi ou le vendredi ou le dimanche visiter la grotte de Wintuduin. Mais si on ne lui donne pas cette offre-là, il ne va pas imaginer qu'on a cette grotte-là. Donc, il faut ce genre de choses. Les sentiers de découverte. Les sentiers de découverte, c'est la même chose que le Paradise Valley. Ce n'est pas uniquement le seul site qui doit être balisé. Il y a plusieurs sites qui peuvent être balisés dans le cadre du géotourisme, etc. Il faut créer des circuits. Les circuits, c'est normal, et mettre dans les circuits toutes les richesses écotouristiques et géotouristiques. Il ne faut pas les séparer. C'est deux choses qui doivent aller ensemble et laisser aux touristes de choisir quels sont les ingrédients qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils cherchent la géodiversité ou bien la biodiversité ou bien les deux. Et je vous remercie. Merci. On a une dernière remarque.